présentement déjà. Et peut-être il y a au sein des BRICS des pays très puissants sur le plan de la disponibilité des réserves en pétrole, en gaz, etc., dans des pays suffisamment riches, sur le plan même de la puissance de feu, c'est-à-dire puissance militaire. Nous avons dans les BRICS des pays qui véritablement doivent faire peur à l'OTAN, n'est-ce pas, ou aux pays du G7. Donc, tous ces indicateurs-là montrent que lorsqu'on a le choix et qu'on est un dirigeant normal, on doit choisir d'adhérer aux BRICS, surtout quand il s'agit des pays africains qui n'ont pas encore pu trouver ensemble, n'est-ce pas, un cadre tel que l'AES pour pouvoir développer véritablement ce que nous attendons, une grande unité africaine qui puisse être un troisième pôle pour essayer aussi que l'Afrique ait une voix qui porte davantage. Parce que nous avons deux pôles, mais jusque-là, les pays africains vont en rang dispersé et les autres puissances en profitent. Donc, ça fait que même un petit pays quelque part en Asie reste et invite toute l'Afrique, un pays reste en Europe, il invite toute l'Afrique, etc. Donc, il y a là, évidemment, des questions à régler, mais adhérer aux BRICS permettrait d'avoir des fondamentaux plus solides pour pouvoir faire de l'Afrique une Afrique digne, une Afrique forte, une Afrique puissante, qui pourra donc parler désormais d'égal à égal quand elle se retrouve, n'est-ce pas, sur des scènes internationales avérées, afin que les Africains soient davantage fiers de leurs différents dirigeants. Alors, professeur Ndengwe, quelle réelle implication géostratégique même des BRICS pays, autant pour moi? Professeur Ndengwe, vous avez la parole. Oui, je n'ai pas bien compris votre question. Pourriez-vous, s'il vous plaît, la répéter? Alors, quelles sont les réelles, j'ai envie de dire, implications même géostratégiques des BRICS pays? Alors, les implications géostratégiques sont inouïes. C'est quelque chose de complètement... nous assistons à un bouleversement comme on n'a pas vu depuis probablement 200 ou même plus, 200 ans. Et un état des lieux pour comprendre ce qui est en train de se passer. Depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, les États-Unis d'Amérique, qui ont été de l'ordre mondial, ont créé un ordre qui leur était favorable, exclusivement favorable, et sinon ils ont quelques pays européens pour consolider exactement leur hégémonie sur le monde. Disons cela, ce n'est pas par adversité par rapport aux États-Unis, c'est un constat objectif. Et les Américains se sont donné les moyens de leur hégémonie. Les moyens militaires, ils ont d'abord créé l'OTAN en 1949. Et puis, les moyens monétaires, via la Banque mondiale et le FMI, et surtout au dollar, qu'ils ont utilisé d'abord contre la livre sterling, il ne faut pas l'oublier, et ensuite qu'ils ont établi leur hégémonie uniquement sur le dollar et sur le reste du monde. Mais cette visée était déjà préparée avant même la fin de la guerre. Et j'ai ici un livre qui a été écrit par un Français qui s'appelle Yves Farge, et qui a un titre significatif qui peut choquer les gens aujourd'hui. Alors, si vous arrivez à voir le titre du livre, je ne sais pas, le livre s'appelle donc « La guerre de Hitler continue », écrit par un Français qui s'appelle Yves Farge en 1948. Si vous allez au chapitre 5 de ce livre que je vais vous montrer, le titre du chapitre 5 qui était prémonitoire, c'est « L'arme du dollar ». Vraiment, c'est un livre qui est tout à fait d'actualité. C'est un livre un peu déchiqueté, je l'ai ressorti dans mes archives, si vous pouvez voir.
Donc, l'arme du dollar. Alors, je ne sais pas si vous arrivez à voir, je ne veux pas... l'arme du dollar, voilà. Donc, l'arme du dollar, et ce livre de Yves Farche nous dit quoi? Ça risque de choquer aujourd'hui, mais selon M. Yves Farche, les États-Unis ont prolongé l'hitlérisme. Les États-Unis ont prolongé le rêve hitlérien de domination mondiale, l'ont pris en quelque sorte ce rêve et l'ont continué et ont réussi même au-delà de Hitler. Parce que ce qui se passe pratiquement aujourd'hui, si on regarde le fonctionnement du monde à travers le dollar, c'est que le monde est mis en esclavage au service des États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique, et quelqu'un en Europe s'en était aperçu, c'était le général de Gaulle. Et le général de Gaulle a fait une conférence de presse remarquable en février 1965. Dans cette conférence, bien que le général de Gaulle ne soit pas économiste, il a donné une leçon d'économie monétaire de valeur mondiale. Et c'était très simple, c'était du bon sens. Le général de Gaulle avait observé que les Américains utilisaient leur privilège du dollar, qui jusque-là était adossé à l'or, pour imprimer plus de dollars qu'ils ne pouvaient, qu'ils n'avaient de réserve en or. Ce qui leur permettait de faire la guerre, notamment la guerre du Vietnam, et de construire des bases militaires un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, on estime qu'il y a environ 800 bases militaires américaines dans plus de 100 pays. Il n'y a pas dans l'histoire mondiale un phénomène de cette nature. Même l'Empire romain ou l'Empire ottoman respectait ses engagements de la fin de la guerre, et le général de Gaulle, les Français ont ainsi récupéré leur quantité d'or qui était aux États-Unis. Les Américains ont eu très peur tout de suite, pensant que si les Allemands, si les Japonais et si d'autres pays réclamaient de la même façon leur or, les réserves américaines d'or ne suffiraient jamais. C'est l'une des raisons pour lesquelles, en 1971, le 15 août 1971, Richard Nixon, président des États-Unis, a unilatéralement, et j'insiste sur unilatéralement, décidé la non-convertibilité du dollar en or. Ce qui était en fait une décision de refuser de payer sa dette. C'est une décision très très grave qui aurait dû être contestée et qui aurait dû mettre fin immédiatement, je dis immédiatement, au système de Bretton Woods. Mais les États-Unis ont continué, et après on a eu ce qu'on appelle, on est arrivé à ce qu'on appelle aujourd'hui la fiat monnaie, c'est-à-dire qu'ils peuvent imprimer en quantité gigantesque, sans limitation, les dollars. Et non seulement ils ont ce privilège, ils peuvent pénaliser qui ils veulent, à condition, si vous utilisez leurs dollars. Et ici, ils ne font pas de cadeaux, puisque même des banques françaises, une banque française a dû récemment payer énormément de pénalités en milliards de dollars, parce qu'une de ses branches aurait eu une transaction avec l'Iran